La sociabilité est essentielle au bien-être du chien parce que dans la vie de tous les jours, en fin de compte, quand on vit avec son chien, c'est-à-dire c'est plus agréable d'avoir un chien sociable. On peut l'emmener partout, on peut le laisser avec des enfants, avec des humains. C'est-à-dire qu'à un moment, le chien de travail en lui-même, au départ, était, soi-disant, c'était des cas agressifs. Mais maintenant, on a bien prouvé que le chien peut être champion de France et à côté de ça, mener une vie tranquille, une vie de tous les jours, en totale osmose avec son maître, sans poser de problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que la sociabilité est essentielle au bien-être du chien, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, le chien vit en famille, et ça ne dépend pas qu'il fait son travail de moindrement et tout sur le terrain. De la part des équipes de Panagova et de LFL, nous avons le plaisir de vous avoir aujourd'hui et pour accueillir M. Jean-Luc Tan de l'île de la Réunion. Nous avons une série d'événements sur 3 jours qui commence aujourd'hui et un concours de sociabilité des chiens, sociabilité, adaptabilité à l'usage, qui, avec un parti de practice demain, le concours se tiendra dimanche. Et donc nous sommes aujourd'hui pour passer un moment avec une référence, une pointure et un passionné du domaine, 40 ans président de l'Union canine à La Réunion, récemment retraité, et participer à de nombreux concours. Je vais laisser à Koubalen de Panagova pour faire le détail du magnifique parcours de M. Tchoukan, et il vous fera vivre sa passion de travailler sur une présentation par la suite, et restera ouvert à toutes vos questions et à tous vos commentaires. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci. Merci d'être venu et d'être présent par rapport à l'événement. Et moi, je venais de présenter Jean-Luc. Donc Jean-Luc, je connais depuis 2011 à peu près. 2011. Mais Jean-Luc, lui, il est dans le monde canin depuis plus de 45 ans. Et il est vice-champion de France, plusieurs fois champion à La Réunion, au niveau ring. C'est plus ring, Jean-Luc? Ring. Au niveau ring, c'est un peu le mot là. Et Jean-Luc, lui, il a fait pas mal de choses au niveau de à La Réunion, donc il a évolué en tant que juge, non, pas juge, concurrent, juge et président au niveau de la centrale canine. Et je dis, ouais, donne Jean-Luc, et j'espère que tu peux faire ça pour nous ici à l'île Maurice. Et le floor is yours. Je vous remercie d'être présent ce soir. Donc, j'étais invité par madame et monsieur pour venir donner un coup de main à l'île Maurice pour essayer de développer la cynophilie, plus précisément dans ce qui concerne la compétition. Il y a beaucoup de personnes que je connais ici et que j'aimerais justement donner un peu plus de mon savoir au niveau de la cynophilie. Donc, je ne sais pas trop comment madame va organiser cette rencontre de ce soir. Et je me tiens à votre disposition pour essayer de répondre à toutes vos questions concernant la cynophilie, l'alimentation canine, le travail, l'approche du chien de travail. Non, ça sera après tout ce que tu auras expliqué. Il y aura éventuellement, si vous voulez poser des questions, voir, ce sera éventuellement possible. Et puis après, lors du briefing de fait, si vous avez plusieurs informations à nous demander en one-to-one, comme on dit, vous serez les bienvenus. D'accord, très bien. C'est bien. La certification de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Donc Jean-Luc, est-ce que tu aurais pu nous expliquer un peu ce que c'est En fin de compte, le test de sociabilité a été mis en place en France en 1999. C'était au moment où les dirigeants de la SCC avaient voulu mettre justement un peu plus d'encadrement au niveau de la cynophilie. Donc, le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, c'est ce qui a un peu dominé un peu dans la cynophilie, c'est de
toute compétition canine doit commencer par ce saut. Le chien doit avoir le saut avant de commencer à prétendre à participer à toute manifestation canine. Le saut, c'est-à-dire, il y a une partie où le chien doit rencontrer les humains, après une partie où le chien doit rencontrer d'autres chiens, il doit avoir un minimum d'obéissance et il doit être tranquille dans la vie de tous les jours. Donc c'est un peu ça que le certificat de stabilité est tout de la législation qui est lancé depuis 1999 par Safran Canine, qui sévit un peu sur la cynophilie en France. Alors pourquoi la sociabilité est essentielle au bien-être du chien? La sociabilité est essentielle au bien-être du chien parce que dans la vie de tous les jours, en fin de compte, quand on vit avec son chien, c'est-à-dire c'est plus agréable d'avoir un chien sociable, on peut l'emmener partout, on peut le laisser avec des enfants, avec des humains. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le chien de travail en lui-même au départ était, soi-disant, c'était des cas agressifs, mais maintenant on a bien prouvé que le chien peut être champion de France et à côté de ça mener une vie tranquille, une vie de tous les jours, en totale osmose avec son maître, sans poser de problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que la sociabilité est essentielle au bien-être du chien, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, le chien vit en famille et ça ne défend pas qu'il fait son travail de mordant et tout sur le terrain. Est-ce qu'il est bon gardien quand un chien est social? Ah oui, le système de gardien, en fin de compte, c'est propre au chien. Le chien, quand il vit dans sa propriété, il garde sa propriété, ça ne gêne pas. Donc il sait faire la différence entre son territoire et quand il est à l'extérieur. Bien sûr, il fait la différence. Il fait la différence totale entre son territoire. Le chien qui est destiné à garder sa cour, s'il ne va pas le mettre faire rentrer des gens sur son territoire à chaque fois, naturellement, il va garder son territoire. Alors, les meilleures pratiques pour une socialisation réussie, ça serait quoi? En fait, pour les meilleures pratiques, c'est-à-dire que de fréquenter, je ne sais pas comment ça se passe ici à l'île Maurice, de fréquenter les clubs, les clubs de travail. En France, il y a beaucoup de clubs, à la Réunion, il y a aussi beaucoup de clubs ici. À la Maurice, je crois qu'il y a un peu moins. Mais il faudrait essayer de lancer ça ici à l'île Maurice, d'avoir plus de clubs. Parce que le fait d'avoir une socialisation réussie, ça veut dire que le chien doit fréquenter les autres chiens, doit fréquenter les humains, doit avoir une socialisation avec tout ce qu'il a dans la vie de tous les jours, il doit fréquenter. Il ne doit pas découvrir ça seulement le jour où on l'emmène voir quelqu'un, il doit vivre avec cette personne-là dans des milieux différents, tous les jours. Et quels conseils, tu nous donnerais pour justement avoir les meilleures conditions sociales? Les meilleures conditions, déjà, c'est dans les premiers temps, c'est-à-dire quand on a un chien, c'est-à-dire de prendre le chien, logiquement, de prendre le meilleur chien. On doit essayer de trouver le meilleur chien, voir les chiens que les parents ont des résultats, qui ont déjà fait l'épreuve, qui ont déjà fait leur carrière, et trouver le chiot qu'on veut dans cette famille, dans la famille où le chien vit sa vie tranquillement. Ne pas prendre un chien comme ça au coup, arriver, on prend un chien comme ça sans réfléchir. C'est de bien réfléchir déjà au choix du chien avant. Est-ce qu'il y a une évolution dans le temps au niveau de la sociabilité du chien? Oui, ça c'est important aussi, de prendre le temps quand même de voir la sociabilité du chien, de voir la façon que le chien vit avec la famille où il grandit, avec ses parents, avec les humains qui l'entourent et tout, de choisir dans ce genre de... C'est la manière d'éduquer un chien, ça a changé aujourd'hui? Oui, en fait, aujourd'hui, on joue beaucoup plus sur le chien, on tolère. Il n'y a plus cette force. Avant, on imposait une force, on attachait le chien à une clôture et on les rendait agressifs. Aujourd'hui, c'est plus le chien, c'est plus quelque chose de familial. Ça vit plus dans le cadre de la famille. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. Donc c'est bien de connaître l'origine de son chien. Il faut toujours connaître l'origine du chien. Toujours. Si on va prendre un chien, on ne prend pas un chien pour se séparer 10 jours après, 15 jours après. Donc c'est toujours bien de savoir les origines de son chien, de décider de la salle d'un chien. Et quel type de chien peut être socialisé? Tous les chiens peuvent être socialisés. Maintenant, ça dépend bien sûr, il y a des chiens qui ont subi
pas mal de trucs qui font qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Et si le chien est plus jeune, il y a toujours une manière de se servir. Vous avez une question? Juste une précision aujourd'hui. Le club de race, on n'a pas beaucoup. Pardon? Le club de race, Oui. on n'a pas beaucoup. Il n'y a pas moins. Ça n'existe pas. On n'a pas de bonne structure. Ici, il n'y a pas. Donc, la débauche, la motivation doit venir de l'État. Oui. C'est compliqué. Moi, j'ai une question. Enfin, j'ai des questions. La première, est-ce que les chiens, les compagnons, peuvent faire leur saut? Parce que c'est souvent les chiens de travail. Ah oui, oui, le saut, en fin de compte, a été mis en place en 1999, c'est-à-dire où la France a commencé à émettre où il y avait une poussée de la population concernant les chiens, où la France a mis ce test de stabilité en place, mais ça veut dire que ce n'est pas vraiment un test. Le chien de travail. Oui, mais c'est fait pour tous les chiens. C'est fait pour tous les chiens, même le chien qui ne travaille pas, il peut avoir le saut. Donc, il n'y aura pas l'excédent parce qu'on demande l'excédent au saut, c'est-à-dire que les chiens qui doivent faire une carrière dans le travail, c'est normal qu'ils ont l'excédent au saut, c'est tellement facile. Mais c'est sûr que le saut en lui-même, ce n'est pas vraiment un critère de travail. On ne juge pas vraiment la finition du travail de l'autre saut. La deuxième question, toi qui es expert dans la science, nous avons une loi qui est rigide, donc qui englobe et qui contrôle, qui gouverne une partie du carnet, si on peut dire. Et il y a une liste des chiens qui est considérée comme chien dangereux. Et une autre liste de chiens qui est considérée comme chien interdit en plus. On n'a pas tous les races parce que c'est interdit. Récemment, il y a une condition qui a été imposée. Si on organise des manifestations canines, par exemple, si on veut faire une expo qui n'est pas homologuée chez nous, certaines races ne peuvent pas participer. Les voleuses, par exemple, le Rottweiler, les bergers, ils ne peuvent pas participer parce que ces chiens-là sont sur la liste des chiens dangereux. Avant ça, ils avaient le droit de participer. Mais récemment, ils ont tiré une condition parce qu'il y avait un incident sur un événement récent. Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'appris que tous les chiens, même un petit chien conseillé, peuvent être aussi dangereux qu'un gros chien s'il n'est pas socialisé. Bien sûr, bien sûr. Si le maître ne tue pas le chien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oui. Moi, je suis totalement en phase avec votre opinion. C'est-à-dire que le petit chien aussi, il peut peut-être avoir un comportement vraiment pas apprécié par tout le monde. Mais c'est normal que sa morsure soit beaucoup moins catastrophique qu'un Rottweiler qui est friperie, c'est pareil, quoi. Mais c'est pas le critère de dire que le Rottweiler ne peut pas participer à l'expo, c'est vraiment une mesure qui me dépasse. Et c'est comme ça, le Rottweiler ne peut plus participer aux expos. Enfin, ça vient d'être appliqué, je veux dire. C'est pas que le Rottweiler, hein, il y a le Canicoso. Oui, oui. Je pense qu'il y a le belge allemand, le Doberman, qui éventuellement, la population de la race canine est composée majoritairement par ces races. Oui, c'est ce que je viens de citer. Mais si on a les expos sans ces races-là, il n'y a plus d'expos parce qu'il y aura plus lesquels, il y aura il n'y aura que des petits chiens, il n'y aura plus. Qui n'y a pas beaucoup aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça, il faudrait essayer d'alerter un petit peu le gouvernement, d'essayer de vous dire, de voir avec eux pour faire changer cette façon de voir, parce que c'est pas logique du tout. Hein. On essaye. Oui, oui. Et j'espère qu'il y arriver, parce que c'est pas lui. Non, mais si on a des gens compétents, comme toi, avec des expertises qui disent des choses pareilles, donc il faut les ajouter, bien sûr. C'est ça comme ça. Merci Jean. Il y a d'autres questions? Oui. Ça fait longtemps que je suis à Ville, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et vu que ça fait longtemps que tu es dans le monde canin, tu es passé par beaucoup de situations. Right? Donc, tu as vu beaucoup de clubs monter, tomber, différentes situations dans ce monde. Et avant de dire que tu as côtoyé la France, qui est vraiment avancée face à la Réunion, et déjà la Réunion elle-même, elle est déjà super avancée face à la Réunion. Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller en tant que si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de confirmés qui aiment les chiens, c'est qu'on adore ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller à l'île Maurice sur le moment là
Comment faire pour éradiquer cette partie d'ego qu'il y a afin de monter l'intelligence de l'entraînement canien? Oui, c'est vrai qu'à Maurice, en ce moment, l'entraînement canien, en ce moment, je pense que ça a pris un coup, elle est descendue un peu. Hein. Cette demande, c'est bien parti, ça commence à bien se développer. Et là, ça a pris un coup, je suis là depuis ce matin. En fréquentant les gens qui, comme vous, aiment le chien, je m'aperçois que ça a pris un certain coup là, ces derniers temps. Mais il faudrait essayer de se réunir. La bonne des choses, c'est de se réunir. Tant qu'on aura plus de personnes pour aller développer, pour aller défendre notre point de vue, on sera plus écouté qu'à une ou deux personnes. Mais c'est sûr qu'il faut le défendre, il ne faut pas lâcher prise. Si je ne me trompe pas, ce sera quelque part du rassemblement, quelque part, pour ce même point, va nous aider à régler cette partie, comme il était en train de dire que les votes ne vont pas participer parce qu'ils sont agressifs, qualifiés agressifs. Tout chien peut être agressif, mais c'est l'entraîneur qui est derrière ou l'entraînement qui est derrière qui fait le travail. C'est ce conseil-là. Mais c'est ça, là-dessus, il faut vraiment se réunir et essayer de défendre, essayer au moins, même si ce n'est pas possible, essayer de défendre au moins cette affaire. On ne peut pas dire que le Rottweiler ou le belge allemand est interdit de manifestation, c'est pas possible. C'est impensable. Je pense que c'est l'initiative de. Enfin, on va commencer par se la remercier de la LFL pour cette initiative. Je pense que c'est un début. Donc, oui. Merci, mesdames et messieurs, pour cette belle initiative. Je pense que c'est les débuts, c'est ça qu'on appelle. Il faut bien commencer. Donc, moi, je pense que c'est le but de maintenant, c'est de demander qu'on soit écouté par les personnes qui décident, les décideurs. On ne peut pas laisser faire en sorte que le chien soit mis au placard, tout ça, sous prétexte qu'il soit agressif. Ça, c'est une bêtise, finalement. Moi, j'ai une question par rapport au CSH. Est-ce que ça peut être. Les chiens doivent obligatoirement passer ça en France, chaque catégorie 2. Oui, les chiens en métropole, les chiens qui doivent faire carrière, qui doivent faire du mordant ou bien du travail, doivent passer obligatoirement par le CSF. Donc, mais celui qui ne peut pas le travail. Ils ont le droit de ne pas faire. Mais si vous voulez faire du travail en France, il faut absolument passer par le CSF. Et quels sont les différents stades de passage de niveau, je pense? Pardon? Quels sont les différents niveaux pour le chien passé? Il y a la CSAE qui est la base. Oui, après, il y a plusieurs niveaux. Il y a, par exemple, dans le travail du mordant, il y a le brevet qui est noté sur 100, le RIM 1 qui est noté sur 200, le RIM 2 qui est noté sur 200 et le RIM 3 qui est noté sur 400. Donc, il y a beaucoup de disciplines comme ça quand on le chien. Il y a des disciplines du pistage, des disciplines de mordant, des disciplines d'agility, mais il y a beaucoup de disciplines. Et souvent, quand on entend justement le mordant, ça entend commencer à penser à un chien méchant. Mais non, le mordant, ça veut dire que c'est le mordant. Quand on arrive à faire en sorte qu'un chien qui mord écoute son maître, ça veut dire qu'il n'a plus cet instinct de mordre à n'importe qui. Il va mordre selon son commandement. Il va faire mordre. Le chien qui mord sur le costume, il va mordre sur le civil. Il va mordre sur le costume. Si on veut le faire mordre sur le civil, il faut prendre de nouveau à mordre sur le civil. Ça, c'est pas évident pour un chien, mordre sur le civil. Sauf les chiens qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas débourrés comme il le faut. Il y a 30 ans de ça, 40 ans de ça, on peut dire ça. Maintenant, les chiens sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus caractère. Et du coup, quand on parlait de Rottweiler et tout ça, c'est important d'avoir un. Le Rottweiler et tout, c'est pas des chiens qui sont. Déjà, le Rottweiler, ils ont mis au niveau de la loi, ils sont classés de chaque catégorie. Mais ce sont des chiens qui, en ce moment, au niveau mondial, ils sont revenus comme avant. Ils font 18 ans de Rottweiler avant. Le Rottweiler, le nombre de naissances a augmenté totalement. Ça veut dire que le Rottweiler, maintenant, c'est sûr qu'il a un peu son gabarit, est impressionnant et tout. Il va donner l'impression d'un chien mordeur. Et quand on regarde bien le Rottweiler, il va plus méchant qu'un chien. Donc, définitivement, tout dépend du dressage, de la manière qu'il a été éduqué. Ah oui, bien sûr. La manière qu'il a été éduqué. Oui, des petits. La manière qu'il a été éduqué. Si depuis tant petit, vous le faites vous sentir qu'il est fort, qu'il est dans le milieu du monde, il va le faire automatiquement. Et si vous le prenez comme un chien, vous le formez comme un chien, il n'y a pas de problème. Donc ça peut être très bien un chien de famille, bien sûr. Et il n'y aura pas de problème. Exactement, ça c'est sûr. Il faut juste poser important d'avoir un prétentieux, ou c'est même pas nécessaire.
C'est toujours nécessaire d'avoir un XOR. Le XOR, normalement, c'était mis en place par un gouvernement, c'était Vincent Boncu, qui a été mis en place avec Gérard Abou et comme disait Rosard, qui était président de la CUN à ce moment-là. Le XOR, c'était fait pour défendre justement la cause où ils voulaient instaurer cette affaire contre les chiens de race. Ils ont mis le XOR en place pour dire que le chien est sociable, qu'il a aptitude à faire l'utilisation, mais à côté de ça, qu'il est sociable. Avec ça, on a pu sauver le bourdon, parce que c'est vraiment cette question d'arrêter le bourdon en France. Ça fait qu'en mettant ce nom en place, on a pu combattre justement cette idée de chien méchant. Ça, c'est fou. Et quand même, dans les mois collectifs, les chiens, comment on appelle les chiens à poil ras, dans les gosses, ont plus de potentiel d'être agressifs qu'un golden retriever qu'un labrador. Le golden retriever, ce sont des chiens qui sont plus portés sur la chasse, c'est des gibiers. Hein? Et le chien de défense, ça veut dire que ce sont des chiens qui ont été faits pour défendre le bien des maîtres extrêmement. Donc on a plus de caractère à ce genre de chien. Ça veut dire qu'ils ont plus de caractère. Ça veut dire que si vous faites des erreurs sur un voiture, c'est ça. C'est pas dit que même des erreurs, si vous avez commettre ça sur des chiens plus portés sur la chasse, on va avoir une dégâts. Et du coup, j'ai une deuxième question sur la sociabilité. Ouais. Donc, bien souvent, j'en fais partie des propriétaires de labrador et des golden retriever ont le problème inverse. Oui. D'avoir des chiens qui socialisent avec tout le monde et qui peuvent suivre n'importe qui. Et comme ils ont un tempérament un peu fugueux, dans les journaux, tout le temps, tout ce qu'on voit, les amis de chiens disparus, c'est des labradors. Ça se laisse. Non, ça se laisse pas. Si ça doit être un long temps. Il faut vraiment une sélection génétique, mais ça prend du temps. Au niveau de l'apprentissage, c'est difficile. Si on compte sur des personnes étrangères où ils veulent suivre, ils vont suivre quand même. Il faut mettre de faire plus attention sur ce jeu. Merci. L'ADN du chien. C'est dans l'ADN du chien. Oui, c'est l'ADN du chien. Est-ce qu'avant de, par exemple, si quelqu'un pense à avoir un chien chez lui, est-ce qu'il est important de connaître l'ADN du chien? C'est important de connaître la race déjà. Connaître la race. Il y a des races aussi figures, il y a des races où le chien c'est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus fort, il va le voir. C'est important de voir la race du chien déjà, avant de choisir vraiment, de décider d'adopter telle race de chien, et savoir exactement la race. Maintenant, aujourd'hui, on voit aussi qu'à Maurice, il y a des huskies qui sont des chiens qui sont choisis par moins et quelques degrés. Est-ce que ces chiens-là peuvent vivre correctement et paisiblement dans un pays tropical comme Maurice? Oui, ils peuvent vivre. Ils s'adaptent. Ils peuvent vivre même à la Réunion et tout. Les chiens vivent. Hein. C'est normal qu'ils ne sont pas vraiment dans le milieu qui sont propices à eux. Mais ils arrivent à vivre quand même. Non, parce que je me dis, avec forcément la fourrure qui tombe sur eux, c'est vraiment. Mais ils vont quand même perdre un peu de fourrure avec le temps. Ils vont perdre. Il y aura beaucoup moins de sous-poil et tout. Mais le chien, il va arriver à survivre. Il y a d'autres questions? Question? Une question générale. J'entends de vous et de ce qu'on connaît du secteur qu'il y a un besoin de structurer. Il y a des élans au niveau des clubs et puis ça retombe. Il y a cette interdiction, ce blocage au niveau déjà pour les races de chiens qu'on a mentionnées de participer à des événements. Il y a une restriction pour d'importer certaines races en Maurice. Comment est-ce qu'on pourrait procéder en Maurice structurellement auprès des autorités pour remettre un cadre qui permet à notre activité de passion, en fait, puis l'activité de se redévelopper? Mais déjà, moi, je pense que l'affaire, avant tout, il faut que ce soit le gouvernement. Au niveau du gouvernement, ils veulent quand même encadrer un peu plus la cinéphilie. La cinéphilie n'est pas encadrée du tout au niveau du gouvernement à Maurice. Ils vont vouloir si on arrive à les convaincre. Oui, c'est exactement. Si vous arrivez à trouver des gens qui sont capables de les convaincre de mener là-bas, ça va se faire. Mais
J'ai discuté un peu avec monsieur tout à l'heure, et apparemment c'est plus profond que ça. Si je peux ajouter, c'est que dans ce que vous venez de dire, nous avons un animal welfare act de 2013. Le souci qu'on fait face, c'est que les décideurs ne sont pas les gens qui connaissent. Vous voyez, donc il y a le comité qui va être mis en place, ce sont les rescueuses, les gens qui sont plus attirés à les chiens normaux, les chiens errants. Donc la motivation du gouvernement, c'est la pression qui était plutôt contrôler les chiens errants. Donc du coup, vous venez de dire les importations. C'est vrai qu'il y a une liste des chiens qui sont interdits d'importation en Maurice, mais l'importation soi-même, dans cette autre partie du chien, les races qu'on peut faire venir, c'est quasiment impossible. C'est pas quasiment impossible, c'est tellement difficile, c'est pas impossible, c'est tellement difficile que c'est décourageant. Donc il y a pas mal d'enfants dans la salle, il y a pas mal de gens qui ont apporté les chiens. On peut vous dire, et récemment on a lu dans la presse, je peux le dire haut et fort, parce que ça a été mis dans la presse, on réalise que ces conditions a été mises justement pour décourager l'importation des chiens de race à Maurice. Parce que la motivation du gouvernement, c'est d'éliminer les chiens de race pour justement que les gens vont adopter les chiens errants. Parce qu'ils trouvent qu'il y a 350 000 chiens errants à Maurice. Que moi, personnellement, jusqu'à qu'on vienne de prouver la méthodologie qui a été utilisée pour cette calculation, je ne crois pas, parce que 350 000 chiens errants veut dire qu'après chaque 4 Mauriciens, on voit un chien errant. Et si on rentre un peu dans l'analyse, on dit à Maurice, il y a 700 000 foyers. Si on prend en moyenne chaque foyer un chien, ça fait 700 000 chiens, plus 350 000 chiens errants, ça fait plus d'1 million de chiens. Donc, ça veut dire que sur une population de 1,3 million, on a plus d'1 million de chiens, qui n'est pas vrai. Donc, cette hypothèse qu'en éliminant les chiens de race, que les gens vont adopter les chiens errants, c'est pas ça le souci. Il y a l'éducation à faire. Parce que les gens qui trouvent un petit chiot très cocasse, emmènent chez eux, les chiens grandissent, laissent les chiens partir, les chiens qui ouvrent leur clôture pour que les chiens vont faire ses besoins dans l'après-midi ou le matin, pour qu'il n'a pas ramassé les crottes des chiens. C'est l'éducation. En fait, le problème, c'est l'éducation, c'est pas les chiens de race. Donc, je sais que vous êtes ouverts, il y a certaines parties du stakeholders qui sont ouverts à toutes les parties, chiens errants et chiens de race. Mais il y a certaines parties, les rescueuses, etc., qui opposent les chiens de race. Ils sont contre, mais on n'est pas contre en tant qu'éleveur. Donc, il y a toute une éducation à faire, parce que, en général, à Maurice, on a une douzaine des éleveurs enregistrés. Vous voyez qu'il y a une douzaine des éleveurs enregistrés. Si vous rentrez sur le Facebook, actuellement chez les réseaux sociaux, vous allez voir 150 personnes vendent des chiens. Ce ne sont pas des éleveurs. Quelqu'un qui a acheté un chien de race, qui a décidé d'investir, qui a payé, il veut avoir un deuxième, il ne va pas payer parce qu'il y a un mâle et surtout là, il y a une femelle. Peut-être que ce n'est pas les mêmes races, peut-être que c'est les mêmes ADN, comme on vient de dire, c'est les mêmes lignées, ils ne savent pas. Il faut croiser. Parce qu'ils ont 7, c'est trop, ils vont vendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils vendent des chiens. Quelqu'un qui achète un chien, il dit qu'il a acheté un chien de race avec un éleveur, alors c'est pas vrai, c'est un manchant de chien. Et il a un problème après. Après 6 mois, 3 mois, les chiens développent des problèmes génétiques, les chiens développent des problèmes morphologiques. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on achète un chien, après 6 mois, il y a une bec, il y a des ailes qui poussent, ça devient un canard. Et ils vont aller taper. Ils vont aller taper la peau des autorités. Mais j'ai acheté un chien avec un éleveur, un chien de race, ils vont là, j'ai un canard. Et qu'est-ce que les autorités font? Ils rigolent. Une autre personne qui fait la même chose, qui achète un chien dont le chien a la dysplasie, après 6 mois, il y a un problème de rein ou d'os, et le vétérinaire qui dit que c'est une dysplasie, il faut faire endormir le chien, mais il va chez l'autorité, il va dire aux autorités, j'ai acheté un chien de race avec un éleveur, mais voilà le chien, j'ai dépensé des dizaines de milliers, les chiens est mort. Alors il a acheté un chien avec un manchant de chien, pas un éleveur. Donc, à Maurice, on n'a pas de structure. Il y a certaines personnes, des éleveurs, qui essayent de faire des choses bien, on n'a pas de structure. Donc, vous avez dit connaître l'ADN des chiens, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas un pédigré. Donc, l'éleveur, même qui est enregistré qui vend un chien, tu n'as pas un pédigré, donc tu ne connais pas la ligne. Donc, souvent, tu vas chez les gens, des manchants de chiens, ils te disent la maman, le papa, sur la Réunion, sur la France, alors il a acheté le chien en gros chez quelqu'un d'autre. Il t'a vendu le chien. Tu ne peux pas prouver. Donc, en France, de nos jours, c'est
impératif de faire des ADN des chiots, avant de les vendre, c'est devenu dans la loi. Chez nous, non. Donc, nous, on nous demande de faire des dépistages pour notre permis d'élevage, de faire des dépistages de la dysplasie de la hanche. Mais tu connais comment ça se passe en France? En France, quand tu as un serveur, tu as un logiciel sécurisé, le véto envoie, il y a une personne ou un médecin vétérinaire, un professeur en général, qui lit les résultats et qui envoie chez l'éleveur. Ben, chez nous, non. Et tu sais très bien que les dysplasies de la hanche, c'est catégorisé. En France, c'est A, B, C. En allemand, A1, A2, B2, B3, etc. Mais chez nous, non. Ben, on nous fait dépenser de l'argent pour aller faire ces tests-là, on dépose pour avoir notre permis, alors que si un chien qui a une dysplasie, ben, peut s'accoupler avec une autre. Quelle utilité? Tu vois, c'est quelqu'un qui a pensé quelque chose, ben, il a décidé ainsi, mais ça vient de force de loi. Sans prendre en considération, avoir une discussion, participation des gens qui connaissent. Et dans le monde canin, pas forcément tous les gens qui vendent des chiens, qui sont des éleveurs, qui ont du temps vraiment de moi je fais formation. Donc si tu vas rentrer sur le répertoire, ben, ils ont une répertoire, ben, ils ne vont pas jamais appeler. Tu vois? Donc le système est gros, pour décortiquer, c'est tellement complexe. La volonté, c'est là, je te disais ça plus tôt, monsieur, il y a certaines personnes qui ont déjà eu beaucoup parlé avec les autorités assez poussées de l'FCI, mais si le gouvernement est contre, ça dépend du gouvernement. Madagascar, ils ont leur canin, ils ont leur livre d'origine. Je ne dis pas qu'on est supérieur de Madagascar, mais je dirais qu'on est un peu plus avancé, économiquement, socialement, que Madagascar. Mais nous, on n'a pas. La Réunion, ils ont le support de la France, nous, on n'a pas. C'est sûr qu'à Maurice, ça dépend du gouvernement mauricien. Mais le gouvernement ne veut pas faire d'efforts sur le domaine-là. Tu sais, il vient M. Ferroy, ils essayent tout pour interdire les chiens de race. Alors que les chiens de travail, les chiens de la police, les douaniers, ben, ils ne vont jamais prendre les Européens. Oui, ils vont faire des chiens de race. Il y a des chiens qui sont faits pour, génétiquement. Mais ils n'ont pas réalisé. Dans la salle, il n'y a pas, mais tu t'imagines, la police pour importer des chiens, ils ont des problèmes. Parce que les lois, il n'y a pas de flexibilité. C'était écrit, c'est ça. Mais ils ont dû bousculer les choses pour pouvoir, parce qu'ils n'ont plus de chiens de travail. Ils n'ont plus bergèrement, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs à Maurice. Donc pour importer des chiens d'Afrique du Sud, ils ont dû bousculer certaines conditions. Ils ont dû le faire, hein, sinon c'est pour la sécurité nationale. Non, mais c'est sûr qu'il faut trouver. La difficulté, c'est de toucher la personne qui décide au niveau du gouvernement, quand même. Ah, mais la pression est que c'est des chiens errants. Tu vois, il y a beaucoup de la pression sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, mais c'est compliqué, Donc il faut démarquer. Il faut démarquer, tu vois. Et on peut avoir un accord, les chiens errants, mais il faut faire la différence entre les chiens. C'est un sport, donc objectif, c'est bravo à LFL. Donc, pour cette initiative, c'est un sport. Oui. Il y a des gens, c'est un sport. Oui. Donc, mais malheureusement, c'est pas reconnu ici. Mais est-ce que c'est pas surtout une mauvaise compréhension, une mauvaise perception de certaines races et de certains. On pense chien de race, on pense colosse, on pense chien sans contrôle. Vous avez dit c'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance. 100%. C'est l'éducation. Vous avez dit juste tout à l'heure, la perception quand on pense, quand on prend un chien. Ben, premièrement, il faut savoir l'utilité. Pourquoi je vais avoir un chien? Donc, il y a des chiens qui sont à la mode. À une époque, je crois en 2010, le Rottweiler était à la mode, où tout le monde voulait avoir un Rottweiler. L'enfant qui passe aux examens, ben, qu'est-ce que tu veux, mon papa? Un Rottweiler lui donne, sans savoir comment gérer le chien. Donc, si vous savez très bien, à une époque, je pense en 2012, il y avait un Rottweiler, un bergerement qui avait attaqué un enfant. Et ce même deux chiens qui avaient attaqué les gens qui s'occupaient d'eux à la SPCA. Donc, les chiens étaient condamnés à l'internatier. Moi, j'avais écrit 2 articles à cette époque, mais il faut connaître les chiens. À cette époque, pourquoi plus d'attaques sur ces races-là? Parce qu'il y avait la population de ces races-là était assez élevée. Là, on a changé, le paradigme a changé, c'est un peu plus, on est plus chez les Canicosos. Il faut savoir que Canicosos, c'est un chien de garde. Donc, génétiquement, il a été conçu pour garder son territoire.
Maintenant, la personne qui achète un chien, dont le chien est occupé par le jardinier, dont le chien ne connaît pas le maître, donc il ne peut pas faire la différence entre le maître et un voleur. Donc, moi je connais des gens qui ont dû euthanasier les chiens parce que les chiens ne connaissaient pas le maître quand ils venaient chez lui, pour rentrer dans la cour. Donc, c'est pas que les chiens le problème. Je dis toujours, il n'y a pas un mauvais chien, il y a un mauvais maître. Donc, c'est une philosophie, la cynophilie, mais dommage qu'on n'a pas cette plateforme, on n'a pas cette occasion, comme vous avez créé aujourd'hui, je le remercie encore une fois, on n'a pas cette occasion de se voice out, de participer, de partager, et au niveau des autorités, des ministères, c'est une seule son de cloche. C'est plus facile d'interdire que d'aller contrôler. De ne pas prendre de risques. Ouais. Donc, c'est Pas un manque de connaissances, comme vous avez dit. Donc l'éducation est importante et c'est une très belle sport. Donc le CSAU, comme Jean-Luc a dit, ça monte en grade, la corruption, le brevet, le gourdin, etc. Les gens qui le connaissent, qui le vivent, la cynophilie, qui pensent la passion. Et je dis, le chien de race, il fait bouger l'économie. Il y a une grande contribution dans l'économie. Vous fabriquez les croquettes localement, mais si vous rentrez sur le site de la MCI, il y a presque plus que 300 millions d'importations de la nourriture de chiens et des champs. Donc, qui est vendu. Et comme je disais, on voit maintenant les cliniques vétérinaires, ça pousse dans les champignons. Donc, il y a un carrière port, les gens peuvent aller étudier la science vétérinaire, ça crée création de l'emploi. Il y a les pets taxis qu'on voit les deux jours. Il y a des petits magasins, on voit beaucoup plus de magasins des animaux, des animaleries. On voit des pets groomers et toiletteurs qui sont. Les chiens de race créent de l'emploi et créent de l'emploi direct. Donc ça a un force majeure dans l'économie. Mais si notre ministère est plus ancré sur les vaches, les cabris et les bœufs qui rentrent et les chiens errants, parce qu'il y a la pression sur les rescueurs, et on vient taper, maintenant on va dire qu'on va mettre un taxe, on va taxer les touristes, ou le poste, ou les chiens errants. Vous avez entendu, j'imagine, c'était dans la presse. On va taxer on va mettre un taxe, enfin, c'est quelqu'un qui a dit on va mettre un taxe pour les touristes, on va les faire payer pour les chiens errants. J'espère que le ministre du Tourisme a entendu ça, il va. Moi je suis dans le tourisme, je peux vous dire, c'est n'importe quoi. Ouais, les démarches ont été faites, comme je vous ai dit. On a un petit groupe, on a rencontré le ministre une fois, on a réalisé qu'il a entendu ça sur une cloche. Oui. Donc, parce que les communautés d'éleveurs, c'est une petite communauté, et on fait attention, parce que notre permis d'éleveur n'est pas renouvelable automatiquement. Il faut faire l'application tous les ans. Tous les ans, il faut corriger la carte d'identité, une copie. Donc, et on fait attention, parce que les lois changent, moi je dis ça pas méchamment, mais les lois changent tous les semaines. Et nous, on prend connaissance que les lois ont changé quand on fait notre application. On n'est jamais communiqué à l'avance. On sait très bien comment ça fonctionne chez nous, on est mauricien au niveau des autorités, mais c'est ainsi, c'est pas autrement. C'est dommage de le dire, mais je pense que l'initiative va créer un déclic, ça va apporter beaucoup de choses. Enfin, l'initiative, c'est pas que pour les chiens de race, le CSAU. Je me rappelle, la dernière fois que tu étais venu juger, enfin, faire passer le concours, il y avait plus de chiens mauriciens qui ont eu excellent que les chiens de race. C'est la correction. Donc, c'est vrai, ce sont les chiens plus intelligents, mais il y a certaines personnes qui adorent les chiens de race, les races en particulier, ce sont des passionnés. Donc, mais cette initiative, c'est pour les deux. Merci. Et aujourd'hui, l'euthanasie, quelqu'un a acheté un chien à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il se passe un malheur, il n'y a personne de compétent. On va devant un vétérinaire, s'il n'aime pas la race, il dit de tuer. Il n'y a pas un panel, il n'y a rien pour juger si vraiment on peut corriger, refaire le chien, parce qu'il est arrivé un malheur. C'est une question qui décide. Oui, il décide, il n'aime pas la race, il dit tue. Est-ce que tu crois que si on monte un bureau de la FCI, la fédération ici, est-ce que tu crois que ça peut aider à tous les sécuritaires qui sont ici? Non, c'est déjà que vous réunissez, vous formez un groupe et un bureau qui sont de ce groupe-là, ils seront obligés d'être entendus au moins. Ils seront obligés d'être entendus, mais des choses.
j'étais en train de réfléchir à ça. S'ils veulent vendre le chien à l'aise, comme forcément, si on ouvre un bureau FCI qui, par exemple, la Réunion, il affronte un autre humain qui confirme que ces gens-là sont à faire ce truc-là. Mais Abid, pour cela, il faut que tu aies la motivation du gouvernement. Parce que la loi, l'Animal Welfare Act, interdit de donner des petits clubs. Si tu regardes le acte, l'initiative que tu viens de mentionner, nous on a eu des pourparlers. Personnellement, j'ai eu des pourparlers avec le directeur de la FCI, M. Leclerc. Récemment, j'en ai parlé à Jean-Paul Pierre, qui est lui qui a cette œuvre de la FCC, qui est lui qui a cette œuvre par les Ascar. Tu vois, on peut être motivé. Bon, si tu regardes mes vidéos sur YouTube que Animalia a fait sur moi, j'ai dit, dans la salle, il y a des gens qui sont motivés. On peut le faire, on veut le faire, mais si le gouvernement interdit, tu sais, en général, les clubs de race, tu as deux parties. Tu as une partie qui est privée. Si on prend l'exemple de Canal Club ou Ken Wales, c'est séparé, c'est privé. D'accord? Et si tu prends le CUSA, Canadian South Africa, ils sont autonomes, c'est séparé, c'est privé. Par contre, tu prends la SCC, c'est sous le ministère de l'agro. Donc, moi, j'ai même fait une recommandation auprès de la DVS à l'époque, comment eux peuvent set up un Canal Club et le financer, autofinancer. Tu vois? Mais, quoi, ministre? Vétérinaire, la Ligue 1, ça va. Donc, nous, on est motivés, mais ce que tu viens de dire, il faut que nous, on se groupe en association. On va le faire bientôt. D'accord? Et tout le monde va te dire la même chose, hein, si tu contactes. Nous, on a été déjà identifiés pour être sous le Pacifique asienne, donc sous Philippines. On a déjà eu, moi j'ai déjà eu une correspondance avec M. Santosh, qui s'occupe de cette partie de la FCI. Mais tout commence par là, tu vois. Il faut que tu vois, et c'est long shot, hein. C'est pas quelque chose du jour au lendemain. Il faut que les gens travaillent, il faut que tu aies des gens qui sont motivés. Ouais, c'est tout un logistique. Donc c'est long shot. Là, comme je dis, l'initiative est là. Tu sais combien de fois en manger? Je suis monté au créneau, après je me dis éponge. Donc c'est tellement compliqué, et on connaît tous le monde comment ça fonctionne. On complique les choses très simples entre nous-mêmes. Si nous on est une solidarité, ben, on pourra faire pousser les choses, mais malheureusement, et en plus de ça, comme je viens de mentionner, les éleveurs, tu es éleveur pour 1 an. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, si demain tu montes une association, un groupe d'éleveurs enregistrés, d'accord? L'année prochaine, tu n'es pas la même du monde, tu ne décides pas d'arriver de permis que tu fais. Donc, pour pouvoir faire entendre sa voix, il faut que tu aies une association, parce que une personne, one man show, ça ne fonctionne pas. Normalement, ça devrait être one man show, c'est une personne qui dirige, parce qu'on a tous notre profession, tu vois, à travers. Mais il faut que, comme j'ai toujours dit, il faut que nous soyons solidaires. Je pense que nous, on a des passionnés avec nous qui nous font bien notre passion. Nous, on est partenaires du secteur. On va se rendre disponible pour accompagner toute démarche qu'il y aura. Et voir LFL, Paranoa, va toujours aider et vous nous direz quel rôle vous souhaitez qu'on joue dedans. Mais je pense que certainement là où on peut faire un bout de chemin avec vous, c'est au niveau de la awareness, de la communication. Je pense que, mais si, je le dis, je crois que la démarche aujourd'hui est intéressante. Et si on peut s'inscrire dans ce sens-là pour accompagner ce mouvement-là et structurer notre passion et notre secteur, n'hésitez pas à nous suivre, voir comment on peut aider. Clairement, il y a des choses à faire et il y a beaucoup de passionnés. Il y a peut-être problème, hein, qu'on connaît. Partage un point. J'ai des amis qui ont des chiens de chasse. À partir du moment où ils ont beaucoup de chiens, ils deviennent breeders. Ils ne voient pas. La majorité de ces chiens-là sont stérilisés. C'est des chiens de chasse. Il y a peut-être un de femelles pour le pot. Ils n'ont plus le droit de faire venir. Oui. Ça ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de nouveau sang, des nouveaux meetings, et puis voilà, et puis ça se fait. Donc il y a une méconnaissance des autorités, et effectivement, dans le doute, ils s'abstiennent, aucun risque, ils ont pris une mauvaise décision, il y a un enfant qui est mort, tu parles à une jamais. Donc l'awareness, la communication va être clé dedans pour changer cet état d'esprit-là, et on va nous jouer un rôle important dedans, et accompagner les initiatives que
que vous saurez et voilà, c'est votre demande essentielle. Non, on va pas faire le lien. Parce que je pense que ça va faire un poids, vraiment un poids. Oui, C'est ce qui nous manque là. Très bonne initiative. Ouais, c'est ce qui nous manque. Absolument. Je aurais dû même inviter quelqu'un de la peau. La prochaine fois. Il y a d'autres questions? Ah, merci Jean-Luc, merci de nous avoir écoutés. Ah non, mais c'est important ce que vous dites. Pour le chien, Maurice, c'est très important. Moi, je dis merde ou dimanche. Ouais. On ne dit pas bonne chance si on dit merde. Pour l'atelier de dimanche, j'ai quelques personnes qui sont là qui n'ont jamais vu comment ça se passe. Qu'est-ce que tu attends de moi ici? Les organisateurs, ils ont mis en place un XO, l'accessibilité. Le XO, c'est ce programme qu'on fait actuellement en France. Non, quelles sont les obéissances que tu attends? L'obéissance sera une marche en laisse, il y aura un contact avec une foule, avec une personne, où le juge va profiter de l'occasion pour toucher le chien. Il y aura un bruit, on va taper contre une clôture, comme ça, un bruit que je vais utiliser sur le terrain. On fera un bruit en présence du maître. Alors après, le maître sera en la cachette, il y aura le même bruit en l'absence du maître. Après, il y aura la partie stabilité. On va demander au maître de placer son chien en l'absence du maître, 30 secondes. Le maître va se placer une cachette sur le terrain. Après, il y aura un rappel de pied. Le chien sera placé à 30 mètres. L'ordre du juge aura un rappel. Il faudra que le chien revienne le pied. Après ça, il y aura le système de l'absence, le rappel. Il y aura une marche au pied avec deux angles, avec un arrêt, c'est tout. Puis il y aura le croisement de notre chien. À la sortie, le chien suivant rentrera, on fera croiser les chiens pour savoir s'ils peuvent se croiser sans se donner de problème dedans, mais sans se. Qu'est-ce qu'il y a? Mais on va demander la finition du dressage. Bon, le but, c'est pas de trouver vraiment la finition du dressage, hein. Ça va juste sur le classement. Le chien qui va bien marcher au pied aura excellent, le chien qui marche moins bien, il aura un très bon, ouais, bon. Mais ça va se jouer plus sur le caractère du chien que sur le travail de l'autre. J'en sais qu'au niveau de ton marquage, sachant que nous, on n'est pas cette habitude, les chiens ne sont pas entraînés aussi, tu vas aussi sévère comme d'habitude? Non, au niveau du son, on ne demande pas une sévérité énorme, hein. On passe ça avec les chiens qui sont destinés à faire des concours, donc dans les endroits où le travail est très lourd, donc les chiens sont vraiment bien mis, d'autres sont moins bien mis. Donc on va adapter le jugement en fonction du chien qu'on a sur place. Le but, c'est de ne pas trouver des chiens qui sont associables. Il n'y a pas d'associabilité en par rapport à cette question, donc pour cela, de samedi, on a travaillé et tout le monde qui parle après le CSAU. On a une pratique pour dimanche. Demain. Travail demain, dimanche, c'est place. À quelle heure? À 9h30 à Paris. À Mobile. Alors, on fera les tests un petit peu en blanc pour que les chiens soient pas surpris le jeu du concours. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va clore la causerie. Merci.